Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au brame du cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Catherine Aubertin, économiste de l'environnement et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement affecté au Muséum d'histoire naturelle, pour mieux comprendre les défis environnementaux qui nous attendent dans un monde traversé par les tensions. Bonjour Catherine. Bonjour Nicolas. Vous allez bien ? Oh, formidable. Avant même de plonger dans vos recherches, j'aimerais revenir au tout début. Qu'est-ce que l'économie de l'environnement et qu'est-ce qui vous a conduit à travailler là-dessus ? Alors l'économie de l'environnement est une science, on va dire, une discipline relativement nouvelle. Elle a été créée à partir du moment où on s'est rendu compte que l'économie mainstream, c'est-à-dire l'économie dominante, ne prenait pas du tout en compte l'environnement en tant que tel. C'est-à-dire, l'environnement était un décor et n'avait pas de valeur, puisque on disait que les richesses étaient du sol et étaient inépuisables. Bien, les richesses naturelles les ressources naturelles étaient inépuisables. Cela a changé avec les premiers signaux dès 1972, qui est l'année où on a à la fois on en avait parlé, la première conférence internationale de l'ONU sur l'environnement, donc à Stockholm en 1972, mais aussi la sortie du rapport Meadows qui s'appelait Halte à la croissance. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est toujours un peu aléatoire, mais on peut fixer en 1972 comme vraiment une prise de conscience du fait que l'économie telle qu'on la vivait, telle qu'on la vit encore d'ailleurs, allait nous mener dans le mur. D'ailleurs, le rapport Meadows prévoyait un effondrement du système économique dans nos années, là, dans les années 20, les années 30, 2020, 2030. Donc, c'était quelque chose d'important de vous montrer comment on pouvait utiliser c'était vraiment ça. Comment l'économie pouvait être non pas mise au service de l'environnement, mais comment l'environnement pouvait nourrir, réussir et donner de la force à l'économie. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on est arrivé à des réflexions comme si les gens font pas attention à l'environnement, aux ressources naturelles, c'est parce qu'elles n'ont pas de prix. Donc, comme par hasard, tous les biens, tous les services dont on disposait qui n'avaient pas de prix, c'était des biens communs, c'est-à-dire c'était le climat, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, etc., la forêt. Bon. Et petit à petit, là, on s'est dit, il faut donner de la valeur, parce que comme ça, les gens ne détruiront pas l'environnement. C'est l'histoire ça s'appelle la tragédie des communs. C'était une espèce de petite fable qui explique que à partir du moment où un champ est en libre accès, eh bien tous les bergers vont venir faire paître leurs moutons et qui vont manger toute l'herbe et piétiner le sol, et il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de richesse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de propriété privée. Donc cette économie d'environnement, qui pouvait être extrêmement dissidente, extrêmement violente contre l'économie, en fait a été un peu récupérée comme étant au service de l'économie, c'est-à-dire comme pouvant permettre des gains supplémentaires, faire rentrer des biens qui n'étaient pas dans le marché. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Ça, c'est un classique en économie. C'est-à-dire, qu'est-ce que les externalités négatives ? C'est une modification du bien-être qui n'est pas dans le marché. C'est-à-dire, si l'exemple le plus classique, c'est celui des abeilles, c'est-à-dire que le travail de pollinisation des abeilles, il n'est pas payé. C'est une externalité négative positive. Mais en revanche, une usine qui va déverser toutes ces boues rouges et ces pollutions dans la rivière, ça, ce sera une externalité négative. Donc, comment répondre à ces externalités ? Donc, pour ça, en économie de l'environnement, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode
pigouvienne, on va dire, c'est les taxes. C'est ce que vous avez avec la taxe carbone, par exemple. Ce qui est important, c'est de retenir, c'est que c'est l'État qui intervient et qui récompense ou qui punit celui qui pollue, c'est le pollueur-payeur. Et puis, vous avez l'autre deuxième grande théorie économique, qui est celle de Ronald Coase, prix Nobel, qui lui dit qu'il faut que les gens s'arrangent entre eux sans passer par l'État. Et là, c'est la création de droits à polluer, c'est-à-dire il va mettre dos à dos ceux qui polluent, ceux qui ne polluent pas, et on va négocier le droit à polluer avec le droit de ne pas être à polluer. Et c'est là d'où viennent, par exemple, les crédits carbone et les paiements pour services environnementaux. Donc ça, c'est l'économie de l'environnement, les grandes lignes de l'économie de l'environnement. Alors pourquoi je m'y suis intéressée ? Eh bien, c'était parce que pour moi, j'ai trouvé que justement, l'économie de l'environnement pouvait être extrêmement subversive vis-à-vis des grandes théories économiques capitalistes qui sont basées sur l'accumulation du profit et sur la production, et en particulier mesurée par la croissance du PIB. L'économie de l'environnement permet de donner des éléments pour résister à cette vision qui nous amène quand même proche de la catastrophe. Et en quoi aujourd'hui ces études sont-elles particulièrement pertinentes et indispensables au regard du changement climatique et de la perte de biodiversité ? Ce sont des plaidoyers extrêmement importants, d'autant plus qu'on permet également par ces travaux économiques de faire la jonction avec d'autres scientifiques, avec les scientifiques du climat, avec les scientifiques des sciences de la vie, où on peut travailler ensemble pour mettre en valeur, pour pouvoir parler la langue de l'ennemi en quelque sorte. On peut montrer que le coût de l'inaction est extrêmement important. Alors, le coût de l'inaction, si on ne fait rien pour l'environnement, eh bien, ça va coûter à ce fameux PIB. Alors là, on peut être écouté. C'est assez intéressant d'ailleurs de parler du coût de l'inaction. Il y a eu un premier rapport de Nicolas Stern, Sir Nicolas Stern, donc, qui a calculé, lui, le coût de l'inaction. Il expliquait que si on ne consacrait pas 1% chaque année du PIB pour protéger l'environnement, eh bien, ça nous coûtait exactement 5% de ce fameux PIB. Le plus gaguesque, c'est sans doute... Enfin, ça, c'est pas gaguesque, mais moi, ce que j'ai trouvé très, très drôle, c'est le prix Nobel qui a été donné, encore un prix Nobel d'économie qui a été donné en 2018 à Nordhaus. Alors, lui, il avait... pour un modèle macroéconomique sur le coût social du carbone, c'est-à-dire combien coûtait le fait d'émettre des gaz à effet de serre et de vivre dans une économie décarbonée. Et il trouvait, si je ne me trompe pas trop, qu'on perdrait 8 points de PIB si on arrivait à 6 degrés de température supplémentaire. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Imaginez, nous, est-ce qu'il y aura encore un être humain à 6 degrés ? Est-ce qu'il y aura encore une vie humaine à 6 degrés sur la planète ? Et est-ce qu'on s'amusera à ce moment-là à compter des points de PIB ? Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez drôle dans cette vision des économistes. En revanche, dernièrement, pour revenir à la France, le rapport Pisani a calculé qu'il fallait 60 milliards que je ne me trompe pas, chaque année, ça doit être 60 milliards, chaque année pour pouvoir lutter contre la dégradation de l'environnement, pour vraiment avoir une politique responsable pour vaincre le changement climatique, la perte de biodiversité et également ce qui va avec, et ce qu'on oublie beaucoup, les pertes de démocratie qui vont avec. Et justement, la biodiversité et la conservation, c'est des termes qui ne sont pas si vieux que ça. Non. Quand sont-ils nés et quand a-t-on eu besoin d'introduire ces notions dans notre société ? Alors, biodiversité, c'est assez amusant comme histoire parce que c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça ? C'est un barbarisme. C'est-à-dire que c'est une racine grecque, une racine latine. Vous voyez comme je suis puriste. Non, ça a été inventé évidemment par un Américain, mais c'était avant les grandes réunions de Rio 1992, le sommet de Rio, où il fallait que les sciences de la vie réagissent par rapport aux sciences du climat qui, elles, avançaient beaucoup avec la création du GIEC et autres, qui commençaient à tirer les sonnettes d'alarme sur le réchauffement climatique, qui, lui, était beaucoup plus médiatisé parce que ce changement climatique
les ressources fossiles, on parle tout de suite d'énergie. Et ça, de l'énergie, il y a vraiment beaucoup. Les industriels sont là. C'est quand même la base de l'économie actuellement. Donc, on parlait d'énergie tout de suite. Et les sciences de vivant étaient un peu dans l'oubli. Et l'idée de Génie, ça a été donc de préparer à coup de force aussi la conférence de Rio avec la création d'une convention sur la diversité biologique, de la même façon qu'il y avait une convention sur le changement climatique. Et ce mot biodiversité apparaissait comme quelque chose de plus agréable, c'était déjà un mot de combat. Déjà, biodiversité, on allait sauver la biodiversité et ça passait mieux que la diversité biologique qui était un peu compliquée. Voilà, donc les mots, ce qui est important, c'est que ces mots, c'est pas neutre. Petit à petit, au départ, il y a eu la définition de ce que c'est que la biodiversité, c'est-à-dire ces interactions entre espèces, gènes et écosystèmes. Donc c'était quelque chose de vivant, c'était pas uniquement une collection d'ours blancs et de bébés pandas. Donc on avançait. Et maintenant, on parle de l'intégrité des écosystèmes. Donc c'est-à-dire qu'en même temps, on avance avec les connaissances scientifiques. Est-ce que tout ça a fait fondamentalement évoluer la manière de penser et de défendre justement le vivant? Ah, je Mettre des crois. mots comme cela? Oui, bien sûr, parce que effectivement, maintenant, parce que vous parlez de la encore maintenant, quand vous demandez aux gens ce que c'est que la biodiversité, ils vont vous citer des animaux qu'on peut transformer en peluches assez facilement, et ils vont pas voir les micro-organismes du sol qui permettent la fertilité du sol, qui permettent l'agriculture, qui permettent la captation de carbone, etc. La notion de service écosystémique aussi a été quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle a mis le doigt sur tous ces services qui sont rendus à l'humanité. Alors vous voyez bien aussi que quand on parle de bien et de service, ce sont les mots de l'économie qui reviennent. Hein. On parle de capital, le capital naturel, les biens et les services de l'environnement. C'est le langage de l'économie parce qu'on a tout ça dans nos têtes et c'est terrible de se déséconomiciser. Mais c'est une façon de faire aussi avancer les plaidoyers. Dans les négociations internationales, on en parlait brièvement auparavant, ces concepts se traduisent en instruments politiques, Oui. que ce soit avec des parcs nationaux, des paiements pour services environnementaux, on parlait tout à l'heure de la taxe carbone. Comment est-ce que vous percevez ce passage des idées aux dispositifs concrets? Alors là aussi, ça suit les outils qui sont proposés suivent aussi les avancées théoriques. Hein. Par exemple, au départ, la conservation, c'était essentiellement des parcs nationaux, des réserves, c'est-à-dire que on enlevait les habitants et hop, on mettait un grand bol par-dessus pour sauver l'environnement. Ça a été la création des premiers parcs dans le monde. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que la biodiversité, c'était bien d'autre chose que quelque chose que l'homme aussi était capable de prendre soin de son environnement et même créer de la biodiversité et pouvait gérer et créer donc cette biodiversité. Donc après, on est passé sur l'usage durable de la biodiversité. Donc ça, c'est important. Et par la suite, on s'est aperçu que cette biodiversité, elle pouvait offrir des avantages. Et vous voyez, là, je suis en train d'énoncer les 3 grands objectifs de la Convention sur la diversité biologique, qui sont premièrement la conservation, deuxièmement l'usage durable de cette biodiversité, et troisièmement, c'est un peu plus compliqué, c'est le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Et là, on est dans les ressources génétiques, et là, c'est toutes les biotechnologies, toute la bioéconomie que va permettre, avec les nouvelles techniques qui sont appliquées à la biodiversité. Et on parlait justement des objectifs de développement durable. Les 3 composantes du développement durable, c'est l'environnement, l'économie et le social. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui vraiment cohabiter? Alors ça, c'était les mots d'ordre qui ont été donnés donc en 92, 1992. C'était vraiment l'idée du développement durable. On s'est aperçu que l'économie a très bien su faire bon usage avec l'environnement, puisque grâce à l'environnement, elle a créé de nouveaux biens, de nouveaux services, de nouveaux actifs financiers. En revanche, le social, non, le social, ça n'a pas beaucoup amélioré le social. Mais surtout, à l'époque, c'était moi je trouvais ça assez positif parce que c'était l'homme qui quand même prenait en main son destin. Il y avait quelque chose, c'était pas la résilience, c'était quelque chose de plus positif. Maintenant, la question qui se pose est beaucoup plus importante, c'est est-ce qu'on peut encore vivre sur cette planète et combien de temps pourra-t-on encore vivre? Donc actuellement, les questions qui se posent, et là ça rejoint ce que je vous disais dans l'interdisciplinarité, ça rejoint
les sciences de la vie, les sciences du climat, qu'est-ce que vraiment la Terre peut supporter. Et là, on s'aperçoit qu'il y a déjà, il y a eu des limites planétaires, la notion de limite planétaire est apparue, et on s'aperçoit que sur 9 limites planétaires qui ont été définies, 6 sont déjà largement dépassées. Les 6, c'est changement climatique, c'est biodiversité, mais surtout, là, on a la dernière qui a été dépassée parce ce sont ce qu'ils appellent les nouvelles entités. Les nouvelles entités, c'est tout ce que l'homme a créé. C'est-à-dire, c'est l'atome, l'atome nucléaire, c'est tous les pesticides, toutes ces nouvelles molécules chimiques qui sont en train de nous empoisonner. On est en train de découvrir les PFAS. On est en train de s'apercevoir que chez vous, Nicolas, vous êtes plein de plastique, vous êtes plein de PFAS, vous êtes plein de glyphosate. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et ça, cette nouvelle frontière planétaire qui vient d'être franchie, ça interpelle énormément. C'est compliqué aujourd'hui d'envisager un vrai développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui la définition de développement durable, elle peut réellement exister ? On a vraiment beaucoup de mal parce que actuellement, il y avait un moment où on pensait que le développement, ça allait être quelque chose justement qui allait jouer sur les 3 piliers. Et on se rend compte qu'actuellement, ça ne peut pas marcher parce que ça ne change pas les données de l'économie. Ça ne change pas les données de l'économie qui sont toujours fonctionnées pour toujours l'accumulation, le profit de plus en plus et avec la compétitivité. Et actuellement, le problème pour rester sur cette planète, il faut arrêter avec cette idée de compétitivité. Au contraire, c'est de la solidarité qui doit nous guider. Solidarité entre les humains, bien sûr, donc entre le Nord et le Sud dans les conventions internationales, mais aussi la solidarité avec les autres êtres vivants qui peuplent cette planète. Donc on est vraiment sur une autre vision. On ne peut plus considérer l'économie telle qu'elle était en 92, même l'environnement maintenant. On dit environnement, mais on fait partie de ce tissu vivant. C'est difficile. Quand on dit environnement, l'homme se met encore au centre du débat. C'est vraiment quelque chose de très anthropocentré. Donc ça marche plus. Et le social, malheureusement, je crois que ça marche toujours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'occuper aussi du social. En lien justement avec cette question de décloisonnement, des décisions et des actions, un rapport phare a été lancé par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques à la fin 2024. Un rapport connu sous le nom de rapport Nexus, destiné à évaluer les liens entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation, la santé et le réchauffement climatique. Que nous apprend-il et en quoi est-il précieux en vue des objectifs de développement durable ? Alors c'est un rapport extrêmement précieux parce qu'il nous montre que jusqu'à présent, tout a été cloisonné. C'est-à-dire qu'on est dans la logique, un problème, une solution. Un problème, une solution, un problème, on a une solution. Or, il ne faut vraiment pas voir le monde comme ça. Donc en 92, on en a parlé, on a fait une convention sur le changement climatique, une convention sur la biodiversité, une sur la désertification. Maintenant, on voit bien que tout est extrêmement lié. La désertification, c'est vraiment les sols, la question des sols, la question du climat, la question de la biodiversité, du vivant. Ce sont des questions qu'on ne peut pas aborder séparément. Et jusqu'à présent, c'était abordé vraiment, c'est ce qu'on appelle en silo. Et c'était quelque chose et c'est quelque chose qui peut être très négatif. Par exemple, on avait parlé de la forêt amazonienne dernièrement, mais l'idée c'était de raser la forêt. Si vraiment on veut capter du carbone, on rase la forêt et on plante des jeunes plantations. Là, les jeunes plantations, là, elles vont capter du carbone et non pas les vieilles forêts, elles vont plus capter de carbone. Donc, vous voyez, on est dans des pour le changement climatique qui englobait tout, parce que comme on l'a dit, c'était comme ça, immédiatement, ça appelle la question de l'énergie, donc les grands pétroliers, vraiment des grosses masses financières. Cette question, comment substituer
les énergies fossiles. Et justement, est-ce que vous avez des exemples concrets d'interconnexion comme ça entre ces différents éléments et pour comprendre un petit peu de quelle manière on peut agir, par exemple, sur l'eau et avoir un impact positif sur le réchauffement climatique ou sur la biodiversité, par exemple? Alors l'exemple, je vais donner un exemple positif. L'exemple positif, c'est le système alimentaire. On s'aperçoit qu'en jouant sur l'alimentation, le système alimentaire, eh bien, on a des effets positifs sur les autres axes. Le système alimentaire va nous permettre, si on passe à l'agroécologie, de cultiver d'une façon plus raisonnée. Donc on va sauvegarder les terres, on va sauvegarder l'eau en ne mettant plus de pesticides, on va capter plus de carbone, on va avoir une meilleure alimentation pour la santé. Donc vraiment le système alimentaire est au centre et la façon dont on produit et dont on consomme. Et bien sûr, ça plaide pour une agroécologie où on utilise les dynamiques des écosystèmes, les dynamiques du vivant pour produire sans pesticides, sans engrais. Actuellement, la façon dont on cultive en monoculture, on cultive des plantes qui sont complètement paresseuses, qui pour fonctionner elles ont à la fois besoin d'eau, elles ont à la fois besoin d'engrais, elles ont à la fois de pesticides, elles savent même plus aller chercher l'eau avec leurs racines, enfin bon, elles savent même plus se reproduire. Bon, on arrive vraiment à des aberrations et pour la santé, la question de la malbouffe. L'exemple négatif que je peux donner, c'est on fait tout sur le changement climatique. Le changement climatique, si on le privilégie, on va jouer sur l'utilisation de la biomasse, c'est-à-dire qu'on va utiliser énormément de production de vivants pour faire de la bioénergie. On va couper des forêts, on va faire de la plantation pour avoir plus de carbone, pour avoir plus de flux de carbone, pour absorber. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui peut être négatif. C'est-à-dire que si on travaille uniquement sur le changement climatique, on n'aura pas d'effet bénéfique directement sur l'eau, sur la biodiversité et sur la santé. Donc c'est important et ce rapport montre, il y a des tableaux extrêmement intéressants qui détaillent des possibilités, il y a 71 solutions je crois bien, qui détaillent comment en faisant telle ou telle action, on peut avoir des actions positives sur les autres éléments du nexus. Quel regard ont aujourd'hui les États sur un rapport comme celui-ci? Comment utiliser cet outil? Il faudrait que les États lisent les rapports internationaux. Déjà, il y a quand même des réflexions qui sont très avancées. Si on prend le cas de la France, il y a quand même la stratégie biodiversité, il y a une stratégie carbone, il y a quand même pas mal de réflexions qui ont conscience de ça. Vraiment, de plus en plus. Et puis, on a affaire quand même à une nouvelle génération, à la fois d'agronomes et d'ingénieurs qui développent ce type d'action. Quelque chose d'important aussi, ça a été le succès de One Health, une seule santé, où on a montré que la santé des humains était indissociable de la santé des écosystèmes et de la santé des animaux. Alors ça parle beaucoup, surtout après la question du Covid. Donc ça a beaucoup parlé. Donc déjà, il y a des avancées de voir que tout est interconnecté. Et c'est justement cette solidarité, on revient à cette notion de solidarité entre les êtres vivants, tous les êtres vivants, pour obtenir un équilibre et pouvoir vivre sur cette terre. Voilà. Donc, mais malheureusement, tout ce qu'on entend, c'est compétitivité, compétitivité. Le rapport souligne également que plus de la moitié du PIB mondial, soit plus de 50 000 milliards de dollars d'activité économique annuelle dans le monde, dépend modérément ou fortement de la nature. L'accroissement de sa dégradation, donc, a un impact colossal sur l'économie. On le voit avec la canicule de cette année qui devrait coûter à peu près 9 milliards d'euros à l'économie française. Pourquoi des décisions plus fortes ne sont donc pas prises dès à présent ? Il faut demander aux principaux décideurs, il faut leur demander peut-être. Une hypothèse qu'on peut avancer, c'est qu'il y a un déni de réalité. Ça qui est général, c'est-à-dire que personne n'aime entendre de mauvaises nouvelles et surtout de demander... Parce qu'on parle beaucoup de transition écologique, en fait, la transition, je pense qu'il va surtout falloir parler en termes de rupture.
tel que nous sommes partis. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile de changer son mode de vie. Euh, donc, il y a une sorte de fuite, on assiste effectivement à une sorte de fuite en avant. Est-ce qu'on est du coup amené à avoir des catastrophes d'autant plus importantes dans les années à venir qui vont coûter toujours Oui, plus d'argent à l'économie oui, française? là, on a discuté tout à l'heure du coût de l'inaction. Bien sûr, ça coûtera de plus en plus cher, mais est-ce gênant? Vous savez, une catastrophe, s'il faut la réparer, ça fait de l'activité, ça fait monter le PIB. Donc, c'est une forme de croissance. Qu'on peut mettre en avant. Il y a aussi quelque chose qui est important. Vous dites de plus en plus. Oui, c'est de plus en plus, mais tout ça, c'est prévu. Il n'y a pas forcément d'accélération. Tout ça, c'est prévu dans les rapports du GIEC, dans les trajectoires qui sont envisagées. On est sur une des mauvaises trajectoires. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer de quelle façon on va accroître justement les coûts de mise en œuvre en retardant l'adoption de certaines mesures? C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de choses il faudra intervenir de plus en plus. Si les gaz à effet de serre continuent de se développer, de toucher au climat et de favoriser à la fois des inondations, à la fois des sécheresses, à la fois des catastrophes climatiques, il faudra y répondre. Et déjà, un bon indicateur est sans doute les rapports des assurances et des réassureurs qui se rendent compte qu'ils vont être obligés d'assurer. Déjà, vous avez dû entendre que beaucoup de maires de petites villes n'arrivent plus à s'assurer, soit parce qu'ils sont en bord d'une rivière qui va certainement déborder prochainement, soit parce que la plupart des maisons qui sont construites sont en train de se fissurer. Hein, c'est du fait de la sécheresse, c'est-à-dire qu'on va être dans une situation où, et d'ailleurs j'aime bien cette idée, où les assurances privées ne pourront plus accompagner, ne voudront plus d'ailleurs dès à présent, elles ne veulent plus, ou alors à des coûts prohibitifs, et l'assurance va devenir un bien commun. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça soit le reflet justement de notre lutte contre ce changement climatique pour aller vite et de ce changement général. Heureusement, il y a des scénarios qui sont Mmh. plutôt positifs dans ce rapport. Oui, oui, parce que vraiment, tout le chaque mini degré, enfin chaque centième de degré est important. Il faut lutter contre ce réchauffement. Il faut absolument pas arriver à 2. Vous savez que maintenant le ministre, l'ancien ministre de l'environnement, voyait voyait très bien à 4 degrés en 2100. Si c'est vraiment 4 degrés dans 2100, ça veut dire quelque chose d'extrêmement important. Il faut relocaliser, et encore, si on parle que de la France, mais il va falloir relocaliser des régions entières. Il va falloir lutter contre ces incendies qui vont se déclarer chaque année, donc réorganiser la gestion forestière. Il va falloir aussi les coûts. On n'a pas parlé des coûts de la mauvaise alimentation, mais on a considéré que le coût de la mauvaise alimentation était extrêmement importante, et j'ai pas les chiffres en tête, mais était même... Qu'est-ce que vous entendez par coût de la mauvaise alimentation? Les coûts de la mauvaise alimentation, c'est tous les cas d'obésité, de diabète, de pollution, les pollutions aux nitrates. L'alimentation est vraiment un indicateur de problèmes de santé, et pas simplement santé des humains, mais aussi santé des écosystèmes. Et quand on a un rapport comme ça, comme celui-ci, qui sort avec des scénarios quand même Mhm. positifs à imaginer, comment, à la suite d'un rapport du coup comme celui-ci, on peut proposer des projets de réforme visant à supprimer, par exemple, des établissements publics qui gèrent les 11 parcs nationaux et à promulguer une loi comme la loi du plomb? Oui, il faut demander à Monsieur Duplon. Les hommes politiques ont vraiment des vues de très très court terme, alors que quelque chose de vraiment courageux serait de proposer une lutte vraiment contre tout ce qui est négatif en matière d'atteinte à nos conditions de vie. Et j'entends la santé, ce que l'on mange, ce que l'on respire, même les relations entre humains.
C'est vraiment, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a les solutions. C'est-à-dire qu'on sait comment il faudrait faire pour, par exemple, développer une agriculture saine. Ça, on le sait comment il faut le faire, on le sait. Bon, on ne le fait pas. Enfin, certains le font, mais vous avez vu, l'aide de la PAC, par exemple, est donnée à l'hectare, donc, et non pas au nombre de travailleurs. C'est-à-dire que plus vous êtes grand, plus vous recevez de l'aide de la PAC de l'Europe. Bon, ça peut être choquant. Le gouvernement a réduit drastiquement l'aide à l'installation en agroécologie. Euh, il n'y a aucune campagne qui va aider à prendre conscience de l'importance de l'agriculture biologique et de la nourriture bio, par exemple, alors que de plus en plus de maladies sont identifiées du fait de la malbouffe. Alors, comment changer le comportement du consommateur quand ses revenus seront vraiment limités? D'abord, le bio, ça ne coûte pas forcément plus cher que de la nourriture conventionnelle. Ce qui se passe, c'est que les grands distributeurs ont plutôt tendance à surcharger le bio et à mettre des prix supérieurs au prix des produits pour se faire une marge supérieure que sur un produit conventionnel, par exemple. C'est quand même un motif d'espoir de voir à quel point les gens se sont emparés, par exemple, de cette loi du plomb et se sont mobilisés pour tenter de... Oui, c'est un motif d'espoir. C'est un motif d'espoir que, effectivement, les gens se mobilisent. Qu'il y a, si on regarde bien sur les territoires, il y a énormément d'initiatives, d'associations qui vont dans le bon sens. Par exemple, la multiplication des AMAP. Vous savez, ces groupes d'associations pour le maintien de l'agriculture paysanne et de proximité qui fonctionnent en circuit court. Il y a beaucoup d'initiatives également pour faire sa propre électricité. Il y a des initiatives de solidarité entre le nombre d'associations qui font attention aux personnes âgées, aux jeunes. C'est quelque chose d'important. Il y a les systèmes de sel, c'est les systèmes d'échange qui font parallèle à la monnaie, qui fonctionnent également. Il y a énormément dans les territoires des organisations, mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire système. Et je crois que la solution viendra sans doute au niveau du territoire. C'est comment, sur un territoire, on peut s'organiser pour vivre autrement, justement, en faisant attention à nos environnements, à ce qui est autour de nous, aux autres vivants, dont on fait partie, je le répète, et avec le terme de solidarité. Il y a des territoires comme ça en France auxquels vous pensez quand vous... Par exemple, actuellement, se développe beaucoup l'idée de sécurité sociale alimentaire, qui est très intéressante et qui change justement le système alimentaire parce que à la fois on permet à des gens de sortir de la malbouffe et de se nourrir correctement, mais en plus avec des produits conventionnés, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter chez des producteurs qui produisent en bio et de façon raisonnée et variés et qui font vivre leur territoire. Donc, au niveau des réseaux territoriaux, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Il y a des territoires comme ça auxquels vous pensez en particulier? Moi, je pense par exemple, à la sécurité sociale alimentaire est très développée à Montpellier. D'accord. Ça fonctionne bien, à Saint-Étienne, à Lyon. Vous voyez, on a, alors elles prennent des formes différentes, mais c'est en train vraiment de gagner du terrain. Il y a des projets alimentaires territoriaux aussi qui se mettent en place avec l'aide de l'État. Vous avez des possibilités aussi de mobilité douce. Qui se développe. Moi, je crois beaucoup aux citoyens, aux consommateurs. Et comme je vous expliquais, de toute façon, c'est la nature qui gagnera à long terme. On l'espère? On l'espère. Non, mais ça, c'est sûr. Ah non, ça, je l'espère pas. C'est sûr. Je ne sais pas si l'humain sera encore sur Terre, mais la nature gagnera. Parce que vous, après des années d'observation et d'engagement justement dans ces débats, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations, à celles et ceux qui voudraient s'impliquer dans la protection du vivant? Alors d'abord, c'est se mobiliser. Déjà, rejoindre des associations. C'est très important de ne pas être seul. L'éco-anxiété, ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment sublimer
disons, son pessimisme, le transformer en action. Je crois que c'est la première chose. Après, il faut avoir bien conscience que rien n'est perdu. Comme je vous disais, le moindre dixième de degré de réchauffement qu'on arrivera à maintenir, ce sera une victoire. Et puis surtout, c'est se repenser comme étant un être humain parmi d'autres êtres humains dont on dépend, c'est-à-dire se réfléchir, se reposer dans une connexion avec tous les autres êtres vivants. Et ça me semble quelque chose de très important pour pouvoir habiter cette Terre, parce que la planète B sur Mars, on laissera Monsieur Musk y aller tout seul, mais je ne crois pas que ça soit une solution. Écoutez, merci beaucoup Catherine Aubertin d'avoir partagé avec nous votre analyse et votre vision des choses sur ces sujets d'actualité fondamentaux. Eh bien, je vous remercie.